Bonjour, je pense que parmi les quatre, je suis le seul à ne pas avoir pris la parole encore ce matin. Je m'appelle David Cox, je suis chercheur excellent ici sur Lyon en épidémiologie génétique. Je suis américain, donc si jamais il y a des problèmes de prononciation ou autres, vous m'excuserez. Et je dois aussi, étant donné qu'on est dans un contexte éthique, vous dire qu'en même temps d'être chercheur, je suis consultant pour une société en Suisse qui fait de séquençage génétique et diagnostic sur les tumeurs. Et donc, du coup, cette table ronde, à mon avis, on va déjà le commencer, parce qu'il y a des discussions très animées tout au long de la matinée. En tant qu'épidémiologiste, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est la médecine qu'on va dire médecine 4P, pour préventif, personnalisé, participatif, et il y a un peu de débat peut-être sur la quatrième P qui peut être soit précision, soit prédictive. Et justement, on a évoqué cette question de comment est-ce que la médecine peut être prédictive ce matin. Il y a des limites à ce qu'on peut prédire pour les gens, qu'est-ce qu'on peut communiquer, et c'est une question qui est assez importante pour moi. Et les questions qui se posent actuellement, c'est par rapport avec la technologie qui se développe autour des cellules circulantes, qui est une question assez intéressante au niveau oncologie aujourd'hui. L'idée étant de dire, dans une prise de sang, que détecter les cellules tumorales avant qu'elles peuvent être détectées par imagerie. Alors, c'est utilisé actuellement dans le cadre de cancer du poumon métastatique, donc quand les tumeurs sont un peu partout dans le corps. Et il y a des sociétés qui commencent à proposer cette même test chez les gens bien portants pour essayer de détecter les tumeurs plus tôt. C'est une test qui coûte environ 500 €. On peut le faire autant qu'on veut. Et donc, du coup, je voudrais voir avec vous si ce n'était pas quelque chose où vous avez des idées, des choses à dire ou des avis là-dessus, soit sur les cellules circulantes ou sur d'autres formes de médecine de précision prédictive qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est des questions que je vais poser. Après, je vous laisse répondre à la parole. Pour vous présenter encore si vous voulez. Donc, on avait décidé au cours de cette table ronde d'évoquer un certain nombre de questionnements autour du développement des biotechnologies. Et donc moi j'ai choisi de vous parler de ce qu'on appelle les thérapies innovantes. Alors je ne sais pas si vous connaissez exactement la définition. Alors je précise que je suis juriste, peut-être que vous l'aurez un peu compris, mais ce n'est pas évident du fait que j'appartienne à l'INSERM que je sois juriste. Donc les thérapies innovantes, ça a une définition juridique, ça a été défini par un règlement européen en 2007. Et qu'est-ce qu'on entend par thérapie innovante? C'est tout ce qui concerne la thérapie génique, la thérapie cellulaire et l'ingénierie tissulaire. Et j'ai choisi aujourd'hui donc de vous parler des deux premières. Pourquoi? Parce que ce soit la thérapie cellulaire ou encore donc, la thérapie génique, ce sont des disciplines ou des modalités de prise en charge, des process de prise en charge qui ont eu leur heure de gloire et qui l'ont eu un petit peu moins et puis qui l'ont de nouveau. Alors ce sont des innovations qui ont fait leur apparition il y a quand même un certain nombre d'années, dans lesquelles on a mis beaucoup d'espoir, et j'y reviendrai, qui même sur le plan juridique ont été très rapidement accompagnés, ont été très rapidement encadrés, ce qui est très étonnant parce que le droit généralement régule l'innovation a posteriori. C'est très rare qu'il y ait un phénomène d'anticipation dans les règles de droit qui sont liées à l'innovation en santé. Et pourquoi? Pour une raison très simple, et on l'a aussi évoqué tout à l'heure, c'était essentiellement pour des raisons de marché. Donc en gros, c'était quoi le rationnel derrière vraiment l'accompagnement et donc un soutien très fort de ces thérapies innovantes? C'était de dire, ça va apporter un grand nombre de promesses qui ont donc été quand même apportées beaucoup par les chercheurs eux-mêmes, là pour le coup. Donc ça va guérir plein de maladies, on va soigner toutes les maladies génétiques, on va faire de la médecine régénératrice, etc., etc. Donc il faut que ce développement scientifique soit soutenu et qu'il se développe dans un encadrement juridique qui soit stabilisé. Et pour permettre ça, donc, on va argumenter que derrière, il y a un marché
qu'il y a un marché de la thérapie innovante, donc qu'il y a un marché de la thérapie cellulaire et qu'il y a un marché de la thérapie génique. Alors, c'était très beau, dit comme ça, c'était un cadre assez idéal. Les juristes se sont d'ailleurs beaucoup réjouis du fait qu'on ait eu un encadrement très anticipé. Et puis, sauf que ça n'a pas du tout marché. Alors, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. Ça n'a pas marché d'abord parce que le marché économique, et le marché économique tel qu'il était conçu n'existe pas. Alors, pourquoi ce marché n'existe pas? C'est parce qu'il a été conçu, ce marché, sur le modèle du blockbuster et sur le modèle du médicament, de la spécialité pharmaceutique, de quelque chose préparé de manière industrielle et qui serait donc vendu à terme par des laboratoires pharmaceutiques. Et depuis 2007, il faut savoir qu'il y a 5, 6, ça dépend de comment on les envisage, thérapies innovantes qui ont disposé d'une autorisation de mise sur le marché au niveau donc européen, puisque c'est une autorisation de mise sur le marché européen. Et cette autorisation de mise sur le marché, il faut savoir que pour au moins 2 de ces médicaments, finalement, elle a été rendue quasiment caduque parce que derrière, et notamment en France, les institutions de remboursement n'ont pas autorisé le remboursement de ces médicaments très innovants et donc très coûteux, parce que n'étant pas considérés comme rendant un service médical rendu supérieur au traitement de référence. Donc le marché, en clair, il n'existe pas. Malgré tout, ces 2 thérapies innovantes, là c'était pour vous faire un petit peu, pour brosser un peu le panorama juridique, elles posent aussi des questions éthiques fondamentales. Et ce sont d'ailleurs des questions éthiques qui se rejoignent, qui sont en gros sur la transformation de l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement la thérapie cellulaire ou la thérapie génique va pouvoir modifier, corriger, restaurer, augmenter, peut-être, chez l'humain. Alors, pour la thérapie cellulaire, le meilleur des exemples, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est celui de la médecine régénératrice. Donc, on a fait... Alors, je ne dirais pas qu'on a fait croire, parce qu'il y a des personnes qui y croient encore, quand même, et qui démontrent par A plus B, y compris sur le plan scientifique, vous l'avez dit d'ailleurs, que ça existe, la médecine régénératrice. Donc, il faut être effectivement un peu mesuré dans les propos, mais l'idée, c'est quand même aussi de restaurer une fonction. Quand on regarde une définition tout à fait lambda dans le Larousse, c'est la médecine régénératrice, c'est restaurer une fonction, réparer un organe. Donc ça veut dire rendre à cette fonction ou à cet organe ses capacités initiales. Donc en aucun cas la médecine régénératrice n'est vue comme étant un facteur d'augmentation. En revanche, quand on pousse le mécanisme un petit peu plus loin, on peut imaginer que dans le grand futur, alors c'est pour ça que je suis d'accord avec vous qu'on ne puisse pas employer aujourd'hui ipso facto le terme régénératrice, mais on ne peut pas dire qu'on ne pourra pas l'employer dans quelques années. On ne sait pas où vont nous mener les recherches. Il y a actuellement des recherches plus... Voilà. Donc peut-être qu'un jour on pourra employer ce terme. Donc la question c'est de savoir finalement à quoi on peut utiliser ça. Et je vous donne un exemple que vous avez peut-être vu dans la presse ou dont vous avez déjà entendu parler, qui est celui de la régénération totale de nos cellules et d'une forme de gain d'immortalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, bien évidemment, n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais on a des effets d'annonce dans les journaux, y compris dans les journaux scientifiques, selon lesquels on est en capacité de faire des cellules qui retrouvent leur capacité initiale. Et donc, on pourrait imaginer que demain, on vieillirait, ou on ne vieillirait plus d'ailleurs. Et ce modèle, en fait, il est appliqué aujourd'hui dans des recherches qui sont très sérieuses, vous l'avez dit. C'est-à-dire régénérer des fonctions quand on a des personnes qui ont eu des pertes de fonctions cognitives. Alors nous, ça nous paraît de la science-fiction, sauf qu'il y a des chercheurs qui essayent de faire ça. En tout cas, qui essayent de vendre ce type de recherche. Donc, il faut vraiment être prudent. Donc ça, c'est une des limites, c'est jusqu'où on pourra utiliser cette technique. On est tous d'accord qu'on peut trouver ça juste, au sens éthique du terme, de le faire dans un contexte thérapeutique, c'est-à-dire pour rendre des fonctions à des individus. Par contre, est-ce qu'on peut aller au-delà? Bien évidemment, c'est une question sur la transformation éventuelle de l'humain.
Et cette question, elle est aussi au cœur d'une nouvelle technique qui, elle, relève plutôt de ce qu'on appelle la thérapie génique, donc vous vous souvenez, thérapie cellulaire, thérapie génique, qui est, alors c'est un nom un peu barbare, qui s'appelle CRISPR-Cas9. Donc c'est une technologie qui se rapproche de ce que l'on pourrait appeler vulgairement, je laisserai Catherine compléter, des ciseaux moléculaires. Donc c'est une technique qui va permettre de couper un gène, éventuellement de le remplacer, avec une technique qui est assez simplifiée par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent au niveau de la thérapie génique, et aussi une technique qui est globalement beaucoup moins coûteuse que ce que l'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a deux formes en fait de thérapie génique utilisant CRISPR-Cas9 qui pourraient être utilisées dans le futur. Alors, c'est une technique qui est actuellement en cours d'évaluation. Et qui est en cours d'évaluation dans le premier cas, c'est-à-dire dans le contexte de cellules somatiques que l'on va modifier chez une seule personne. Donc on va essayer de réparer une anomalie génétique chez un patient ou chez plusieurs patients, mais en sachant que ça ne sera bénéfique que pour ce patient. Il n'y aura pas de transmission, si vous voulez, de cette modification génétique. Ça, c'est ce qui est en cours d'évaluation au sein d'un certain nombre d'essais cliniques qui ont démarré, et d'autres qui vont d'ailleurs démarrer sous peu. Ça ne pose pas de vraies questions éthiques, cette démarche-là, si ce n'est le fait que ça doit bien évidemment cadrer avec des canons liés à la sécurité, l'efficacité, l'évaluation, les essais cliniques, tout simplement, dans le domaine de la thérapie génique, qui sont des essais cliniques très particuliers. Vous l'aurez compris, ce qui pose plus de problèmes, c'est une autre forme d'utilisation de CRISPR-Cas9 qui pourrait être réalisée sur des gamètes ou sur les embryons. Et là, le problème qui se pose, c'est que les modifications génétiques qui seraient réalisées dans ce contexte-là pourraient être transmissibles aux générations futures. Et là, la question qu'on se pose, c'est: est-ce que finalement, on trouve ça encore une fois juste, acceptable socialement, acceptable éthiquement, de modifier génétiquement des paramètres de la constitution en fait, d'un individu, en sachant que donc on éradique pour le coup une maladie dans une famille, mais qu'on modifie aussi le génome de l'espèce. On ne modifie pas simplement le génome de cet embryon, de ces gamètes, des générations futures, mais on va le modifier globalement. Et sur ça, en fait, sur la question de l'utilisation de CRISPR-Cas9 chez l'embryon et dans les cellules germinales, là, il y a eu vraiment une énorme prise de position internationale sur le plan éthique, avec plusieurs réunions qui ont été réalisées à l'initiative de plusieurs académies scientifiques. Le message, de manière globale, même s'il est un peu à nuancer selon les académies, c'est qu'il faut laisser la recherche se réaliser pour connaître un certain nombre d'éléments, valider un certain nombre d'éléments de la technique, mais qu'en revanche, bien sûr, il n'est pas question de faire naître actuellement, en tout cas, des bébés qui seraient issus de cette technique ou qui auraient été modifiés par cette technique. Et donc qu'il faudrait avoir une approche un peu step by step sous l'angle d'un moratoire. Bon, moi, ce n'est pas une vision qui est la mienne, moi je ne suis pas tout à fait pour le moratoire, on pourra en rediscuter. Voilà, donc en fait il y a eu des prises de position, là pour le coup des chercheurs eux-mêmes, des professionnels eux-mêmes. Et ça c'est une question qui va devenir assez récurrente parce que si on a des résultats au niveau des essais cliniques dans les cellules somatiques, j'imagine qu'on pourra plus ou moins les reproduire, alors avec bien sûr tous les enjeux techniques que ça pose, chez l'embryon ou dans les gamètes, et donc on va recommencer à se reposer cette question et savoir jusqu'où on va pousser le moratoire. Et ça, c'est une vraie question éthique, de manière plus globale, au regard des innovations en général, qui est finalement comment fixer les limites. Et comment, finalement, le plus souvent, on fait reculer ces limites. Parce que si on veut être vraiment honnête, on a passé son temps à faire reculer ces limites, y compris sur le plan éthique. On est arrivé à trouver des justifications. Donc la question, c'est, en gros, jusqu'où on pourra modifier l'humain, et jusqu'où, là aussi, on pourra éventuellement le manger. Là, moi, je vais modestement pas aller à CRISPR-Cas9
En pratique, il n'y a pas d'essai thérapie de CRISPR-Cas9 en France aujourd'hui. Pas en France, mais à l'étranger. Non, mais c'est important. Alors, je ne dis pas que c'est mieux, mais Non, effectivement, bah, si, parce qu'il y a quand même un certain nombre de régulations qui fonctionnent malgré tout. Alors, non, par contre, moi, je veux rebondir sur la thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Dans le cas particulier, on a eu le regard du juriste. Je vais prendre ma casquette de médecin, parce que je pense que, malgré tout, pour avoir une réflexion éthique, il faut que vous ayez les éléments concrets de la situation. Puisqu'il y a des choses qui sont vraies et qui existent, et il y a des choses qui sont mythiques. En pratique, on parle de thérapie cellulaire depuis, je dirais, un peu plus de 20 ans, 20-25 ans. Il se trouve que, bon, d'abord, j'ai travaillé dans une unité de thérapie cellulaire à Saint-Louis, et par ailleurs, j'ai créé un enseignement de thérapie cellulaire qui a 20 ans cette année, à l'université Paris 7, donc à l'Institut d'hématologie à Saint-Louis, et ça sera intéressant tout à l'heure que je vous raconte. Il y a tous les ans un séminaire un petit peu exceptionnel, et effectivement, le séminaire de cette année était sur 20 ans de thérapie cellulaire cardiaque. Et c'est extrêmement intéressant de voir la démarche scientifique et médicale et où on est aujourd'hui, et ça c'est une réalité, c'est pas du mythe. Et c'est pour ça que je me bats contre le langage de la médecine régénérative, car il transporte des éléments mythiques. Alors en tout cas, les hématologues font de la thérapie cellulaire depuis 35 ans sans le savoir, quand ils ont greffé ce qu'on appelle vulgairement une greffe de moelle. Aujourd'hui, donc les cellules souches hématopoïétiques, les cellules qui permettent de reconstituer nos différentes cellules sanguines, vont pouvoir venir de 3 types de greffons. Je suis désolée, je suis un petit peu précise, mais je pense que c'est important pour comprendre. Et ces 3 types de greffons sont soit de la moelle, de moins en moins souvent, soit ce qu'on appelle des cellules souches du sang périphérique, qu'on prélève grâce à une machine, en stimulant la production des cellules souches pour qu'elles aillent se promener dans la circulation et en les prélevant, soit à partir de ce qu'on appelle de cellules de sang de cordon, qui sont en pratique des cellules du sang placentaire, parce que dans le cordon lui-même, il n'y a pas beaucoup de sang, mais dans le placenta, il y en a beaucoup. Et ce qui est très important, parce que pour les fonctions de ces cellules et pour la régulation, ce qui est très important, c'est qu'elles peuvent être utilisées soit en autologue, dans ce cas-là, c'est les cellules de la propre personne, soit en allogénique, et elles vont venir de dons pour la moelle et les cellules souches du sang périphérique, et pour le sang de cordon. Donc, la thérapie cellulaire est partie de là. Et les unités de thérapie cellulaire qui existent en France existent principalement pour greffer des cellules souches hématopoïétiques, et c'est une thérapie cellulaire qui est parfaitement autorisée, qui évolue, validée, et qui permet un certain nombre de succès thérapeutiques importants. Alors, ce n'est pas tout à fait banal de se faire greffer des cellules souches hématopoïétiques, mais malgré tout, donc c'est une thérapie qui est validée. En France, il n'y a qu'une autre, à ma connaissance, sauf si ça a évolué très récemment, mais je ne crois pas, qu'une autre thérapie cellulaire qui soit validée, c'est les greffes, je vais le dire rapidement et je vais expliquer de quoi il s'agit, de feuillets de kératinocytes autologues pour les brûlés. Et effectivement, donc pour la couverture des grands brûlés, effectivement, on peut cultiver de la peau, en pratique, des cellules de l'épiderme. D'ailleurs, le fait de ne pas avoir de derme est un problème, mais on peut cultiver des cellules de l'épiderme, c'est-à-dire qu'à partir d'1 cm² de peau, on va pouvoir obtenir au bout de 3 semaines 1 ou même plus mètre carré de feuillets de kératinocytes qui vont permettre une autogreffe, donc il y a beaucoup plus de chances de prendre qu'une greffe venant de quelqu'un d'autre, donc d'une allogreffe, et effectivement, donc vont permettre de remplacer la peau détruite par la brûlure. Donc ça, c'est ce qui existe, et effectivement, en plus, c'est une thérapie cellulaire qui doit être améliorée, mais qui a bouleversé la prise en charge des grands brûlés. Avant, les feuillets de kératinocytes autologues,
les brûlés à plus de 70%, c'était 10% de survie. Quand il y a des greffes des feuillets de kératinocytes autologues, c'est 10% de mortalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une morbidité et des problèmes consécutifs à la prise en charge. Mais sur le plan de la mortalité, c'est un succès absolument extraordinaire. Et puis, autour de tout ça, donc ça, c'est les thérapies cellulaires qui sont validées. C'est-à-dire qu'on va vous le prescrire comme on vous prescrit un médicament. C'est pas tout à fait comme ça. Et les thérapies cellulaires autologues n'ont pas la réglementation des médicaments. Donc c'est une réglementation de greffe, enfin, de la façon, on va dire, exactement. Par contre, autour dans les unités de thérapie cellulaire, il y a tout un tas d'essais cliniques de thérapie cellulaire qui sont parfaitement encadrés, avec des études précliniques tout à fait indispensables, qui vont être dans le domaine de la thérapie cellulaire cardiaque, de la thérapie cellulaire articulaire, de la thérapie cellulaire osseuse, de la thérapie cellulaire oculaire. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent et qui évoluent. Et ce qui est important, c'est de se dire que, comme tous ces essais cliniques, comme tous les essais cliniques en général, ils ont pour fonction de valider une prise en charge thérapeutique, et au terme d'un certain temps, un certain nombre de prises en charge thérapeutiques vont être caduques, on va dire non, ça marche pas, on va pas le faire, et puis un certain nombre d'autres vont finalement être validés. Alors effectivement, l'histoire de 20 ans de thérapie cellulaire cardiaque est intéressante. Bon, alors en plus de ça, il se trouve que la France est un peu leader dans le domaine. Je rajouterais même l'hôpital Saint-Louis. Effectivement, les premiers essais ont été faits en se disant, bon, après tout, le cœur, c'est un muscle, c'est des cellules musculaires. Après tout, on va utiliser des cellules musculaires autologues. Et effectivement, sauf que les cellules musculaires ne sont pas toutes exactement pareilles, et effectivement, donc cette thérapie cellulaire se faisait à partir de myoblastes, c'est-à-dire à partir de biopsies musculaires essentiellement au niveau de la cuisse, et des cellules souches musculaires étaient expandues, étaient multipliées, et ensuite injectées au niveau du muscle cardiaque chez des gens ayant simultanément un pontage, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas le risque de dire on va guérir les gens de cette manière, c'était des tests qui permettaient de tester déjà la faisabilité avant de tester l'efficacité. Donc la faisabilité finalement était bonne, et effectivement chez des gens ayant une maladie cardiaque correspondant à une insuffisance coronarienne, donc des gens ayant fait un infarctus ou en tout cas ayant effectivement une insuffisance coronarienne et du coup une insuffisance cardiaque liée à cette insuffisance coronarienne, cela a été testé. Et puis, il y a eu un essai multicentrique international où effectivement, on a comparé le fait de faire un pontage, d'injecter des cellules musculaires myoblastiques et de voir effectivement avec en plus deux niveaux de quantité de cellules, de façon à voir si effectivement il y avait une efficacité de cette thérapie cellulaire. Et la réponse a été pratiquement non. Mais s'il n'y avait pas eu d'essai thérapeutique, on ne pouvait pas répondre. En tout cas, c'était une thérapie cellulaire qui était faisable, mais c'était une thérapie cellulaire inefficace. Alors je dis c'était, c'est pas il y a 3 siècles, puisque je vous raconte l'histoire de 20 ans. Et donc, effectivement, cette thérapie cellulaire a été abandonnée, et l'explication est très probablement que les cellules musculaires, quelles qu'elles soient, sont des cellules qui font entre elles des liaisons qui ressemblent à des liaisons entre les neurones, donc à des liaisons de type électrique pour la transmission d'un influx, et probablement mettre des cellules de cuisse dans un cœur, en pratique, ça ne marchait pas. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut des cellules de type cardiaque. Donc, effectivement, pour avoir des cellules de type cardiaque, 2 façons de faire: récupérer des cellules souches cardiaques ou trouver autre chose. Eh bien, récupérer des cellules souches cardiaques, en pratique, c'est pas possible. Probablement, il y en a, mais probablement il y en a très peu, et en particulier très peu chez l'adulte, donc ça n'est pas réalisable. Donc, en pratique, l'option qui a été utilisée a été de différencier
des cellules souches embryonnaires. Alors, cellules souches embryonnaires, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de biologistes cellulaires ici, donc à partir d'embryons qui sont conservés après des fécondations in vitro, mais dont les parents n'ont plus la volonté de les utiliser et acceptent de les donner pour la recherche, il est possible, donc ce sont des embryons de 4 jours, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle la masse cellulaire interne pour la mettre en culture et obtenir des cellules souches qu'on appelle des cellules souches pluripotentes, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de donner un individu, elles ne sont pas totipotentes, mais elles sont capables de donner des cellules des différents tissus de l'organisme. Et on peut les différencier en cellules de la peau, en neurones, et dans le cas particulier, en cardiomyocytes, c'est-à-dire en cellules musculaires du cœur. Et effectivement, c'est ce qui est fait dans cet essai thérapeutique, avec évidemment des tests de sécurité extrêmement importants, parce que, d'abord, c'est pas forcément facile de faire différencier. Deuxièmement, il est rare que les cellules se différencient à 100%, donc il faut avoir un système de séparation entre les cellules différenciées et les cellules non différenciées, car si on injecte à un individu des cellules souches embryonnaires, on forme ce qu'on appelle un tératome, c'est-à-dire une tumeur embryonnaire. Donc effectivement, en ayant pris un certain nombre de précautions, on va effectivement faire cette thérapie cellulaire comme elle avait été faite avec les myoblastes, mais avec des cardiomyocytes, qui sont cette fois-ci du coup des cellules allogéniques, qui ne sont pas les cellules correspondant au groupage tissulaire de la personne, puisque c'est une lignée. Et effectivement, on va donc faire un traitement immunosuppresseur et associer en plus des bricolages pour pouvoir appliquer les cellules. En pratique, un essai de thérapie cellulaire vient de se terminer, qui est le premier essai, l'essai de phase 1, montrant la faisabilité, où 6 patients ont été inclus et qui vient de se terminer. Donc, et en pratique, les patients vont bien. Je ne dis pas qu'ils vont mieux, mais par contre, les patients vont bien. Donc là, on voit l'évolution d'une thérapie cellulaire avec en plus véritablement une réflexion scientifique, les modèles animaux, etc., à chaque étape. Et là, on a une réalité. Là où je suis un tout petit peu moins d'accord, c'est effectivement quand on va commencer à rentrer dans la médecine régénérative du vieillissement. Quand je dis que je suis moins d'accord, je suis carrément pas d'accord. Donc voilà. Mais effectivement, il y a des perspectives de thérapie cellulaire et en particulier des perspectives d'ingénierie tissulaire dans les années qui viennent. Voilà, j'espère que... Donc on n'était pas au niveau de la réflexion éthique, mais pour avoir une réflexion éthique, il est quand même important de connaître la réalité du monde, ou en tout cas d'essayer d'aborder la réalité du monde. Et effectivement, c'est pour ça que je me bats en disant il y a une discipline qui s'appelle la thérapie cellulaire, elle progresse, c'est pas la peine de faire des grands pas en parlant de médecine régénérative. Ce qui permet, en plus, la constitution d'un certain nombre d'échoppes, notamment aux États-Unis, qui guérissent tout ce qu'on veut, et effectivement, Cell Stem Cell, oui, aux États-Unis, et Cell Stem Cell a fait un article il y a quelques mois sur tous les sites, voilà. Alors oui, juste pour abonder dans ce que vous disiez, je pense qu'il y a un mot qu'on a prononcé ce matin qui, à mon sens, est quand même extrêmement important et qui est assez bien illustré ici, c'est qu'il faut vraiment que cette réflexion se fasse de manière interdisciplinaire. Oui. Donc, nous, par exemple, on est dans une équipe interdisciplinaire, on travaille en étroite relation avec des professionnels de santé, on ne fait pas partie des juristes qui se posent des questions comme ça un peu éthérées. On a vraiment l'ambition d'être au plus proche des pratiques. Donc c'est vrai que ça, c'est extrêmement important aussi de nourrir la réflexion éthique grâce à l'interdisciplinarité. Après, concernant encore une fois le problème du discours, comme vous, il m'est arrivé d'avoir des
faire des conférences au grand public et d'essayer d'expliquer aux gens qu'il fallait faire attention en fait de ne pas croire tout ce qu'on disait dans les journaux ou de ne pas croire encore une fois que comme dans la génétique on allait tout guérir grâce à la thérapie cellulaire. C'est très difficile. Très difficile parce que la première impression qui est reçue c'est celle de l'espoir et c'est celle de ben non mais au contraire ça va marcher, c'est génial, ça va fonctionner, ça va nous aider à guérir, etc., etc. Et donc apporter de la mesure dans ce discours, finalement, on est un peu le rabat-joie de service. Donc ça fait jamais vraiment plaisir. C'est pour ça que vraiment ce que tu disais, Catherine, le fait de sensibiliser les professionnels dès le départ sur la manière dont ils communiquent, y compris leurs résultats de recherche, ça me paraît essentiel. Puis ça me fait penser à quelque chose que j'ai pensé tout à l'heure, où en fait on a parlé beaucoup des acteurs du marché, des pressions qu'il y a sur les marchés, et ce qui n'a pas été évoqué, c'est la pression du public sur les chercheurs pour faire avancer les choses. J'en ai presque tous les jours des gens qui me demandent quand est-ce que j'aurai ci, j'aurai ça, et en fait c'est là où en fait le temps que toutes ces choses prennent pour développer et tout ça peut être un peu compliqué. Et je pense qu'il y a un temps des chercheurs, il y a un temps des réglementeurs, et puis il y a un temps du public qui n'est pas toujours en phase. Pour commencer sur cette question des promesses, en fait ce qui me vient à l'esprit c'est comment on revient en arrière une fois qu'une promesse a été faite. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Alors effectivement c'est toujours extrêmement compliqué au niveau des chercheurs. Moi j'ai quelque chose, ça évoquait un peu ce qui était discuté juste avant autour des savoirs historiques, mais une fois je me suis retrouvée à faire une conférence face à une association de parents d'enfants autistes sur la question de l'importance de la génétique, et c'était une présentation que j'avais voulu au plus près de ce que je jugeais le savoir actuel et qui était donc extrêmement modérée par rapport au discours qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Et c'était une expérience qui a été pour moi traumatisante puisque plusieurs femmes sont venues me voir après en m'expliquant que je n'étais pas une généticienne, que j'avais dit n'importe quoi, que c'était pas vrai, etc., etc. Et là j'ai senti la violence aussi par retour, c'est-à-dire que le discours que moi je portais, c'était exactement ce que vous avez raconté tout à l'heure, hein, en vous écoutant je revivais la scène, le discours que j'apportais était totalement inaudible et je ne l'avais pas suffisamment perçu, donc j'étais arrivée un petit peu trop, voilà, comme ça, la fleur au fusil. Mais du coup, ça renvoie aussi comment ça se fait que ces publics d'associations de parents qui étaient pourtant habitués à un certain contact avec la recherche pouvaient arriver à avoir cristallisé. Bien sûr, ça répondait à leurs angoisses et à leur situation au rapport avec les psychanalystes, etc. Enfin, il y a toute une histoire autour de l'autisme. Mais quand même, ça interrogeait aussi que finalement, parfois on se dit « Oh, ben, c'est pas grave, on fait des promesses », mais en fait, il y a une rémanence de ces promesses dans le temps et c'est difficile de revenir en arrière. Et l'autre exemple que j'ai en tête, c'est qu'actuellement on mène avec un collègue une enquête autour des tests génétiques utilisés dans les thrombophilies, qui sont des formes de défaut de la coagulation sanguine. Et c'est des tests qui ont été découverts dans les années 90, et quand ils ont été découverts, il y a eu tout d'un coup l'impression que ça y est, c'était une maladie génétique, on allait faire des tests à tout le monde et on allait régler les questions de prévention par des tests génétiques. Et puis en fait, au fur et à mesure, les cliniciens ont compris ce que certains généticiens disaient depuis le début, à savoir que c'était que de la prédisposition et que ça ne permettait pas d'orienter tant que ça les pratiques cliniques. Sauf que ce que disent les cliniciens aujourd'hui, qui en ont bien conscience et qui essayent de revenir en arrière, c'est qu'on n'arrive pas à revenir en arrière. Parce que la sécurité sociale, il y a eu le remboursement pour ce test, la sécurité sociale rembourse, et donc il y a une espèce d'habitude qui a été prise de réaliser toujours ces tests, et que finalement, un clinicien qui est un peu reconnu, quasiment se trouve empêché de ne pas prescrire ce test alors même qu'il considère que ça ne lui servira à rien au moment de prendre sa décision de prise en charge clinique. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui sont ensuite des mécanismes sociaux qui sortent complètement d'une forme de rationalité scientifique ou médicale telle qu'on peut l'avoir élaborée, mais qui ont une réalité et qui compliquent énormément la réflexion. Alors sur la question des cellules circulantes que vous posiez, David, moi ça m'a évoqué vraiment, je vais faire un parallèle, mais voilà, la question en génétique de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc pendant longtemps, je le disais tout à l'heure, les généticiens ont recherché des mutations génétiques chez des gens qui étaient malades. Et donc ils ont trouvé des mutations et ils ont été persuadés que ces mutations étaient explicatives de ces maladies. Et ensuite, quand on a commencé à faire la génétique chez les gens qui n'étaient pas malades, on s'est parfois rendu compte qu'on trouvait ces mêmes mutations chez les gens qui n'étaient pas malades. Et que du coup, la valeur de cette mutation n'était pas la même selon qu'on faisait une analyse depuis
encore une fois, la clinique, depuis le patient, depuis l'histoire des familles, et si on faisait que de la génétique un peu hors sol, ce que je disais tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de généticiens cliniques qui sont extrêmement, qui disent, qui en reviennent même à questionner la valeur de leur propre savoir qu'ils ont longtemps cru, en disant on a vraiment cru que c'était des mutations qui étaient responsables, et que, or, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Plus on cherche, plus on se rend compte que c'est souvent vrai, mais pas toujours. Donc, il y a le trouble, quoi. Et donc, c'est pour ça que je trouve que cette illustration, elle est intéressante, parce qu'elle montre bien que finalement, faire une analyse génétique dans un contexte pathologique, c'est pas la même chose que de le faire dans un contexte non pathologique, que la frontière entre les deux, elle est ténue, et que la question de quels sont les acteurs qui essaient de promouvoir, quelles sont les compétences, quels sont leur ancrage dans une forme de réalité qui, elle, comme on parlait tout à l'heure de la santé, il était fait mention du fait que ce dont je parle là, c'est des questions de santé, mais c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une forme d'évaluation, c'est-à-dire est-ce que les gens vont mieux, est-ce qu'ils vont pas mieux, est-ce qu'on arrive à prendre en charge les maladies ou pas les prendre en charge. Ça, c'est une forme d'évaluation qui est précise, et je pense aussi que ça interroge la question du rapport de force qui peut ou pas se mettre en place face à d'autres intérêts, et notamment des intérêts industriels. Parce que si on reprend l'exemple dont je parlais tout à l'heure des tests génétiques sur Myriad, sur BRCA1, avec le fait qu'aux États-Unis, dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, une société Myriad arrive à avoir des brevets et à faire appliquer le monopole. Alors qu'en France, et en Europe de façon plus générale, il y a une mobilisation, notamment de la communauté des cliniciens, mais aussi plus large, qui fait que ce monopole, les brevets, il y a eu des attaques en justice, ils ont été modifiés, mais en fait les brevets ils sont restés. Sauf que socialement, le fait de faire appliquer ces brevets est devenu socialement inacceptable. Et donc Myriad n'a jamais cherché à vraiment faire accepter ces brevets en Europe. Et bien ça c'est important parce que ça veut dire que derrière il y a un enjeu de rapport de force et de constitution d'une forme de question politique autour de ces enjeux, et donc de faire en sorte que que tous les enjeux qui vont entourer ces décisions soient bien mis sur la table pour qu'il puisse y avoir des formes d'alliance entre des chercheurs et des personnes dans la société qui ont d'autres fonctions dans cette société pour faire valoir des rapports de force, parce qu'encore une fois, face à des intérêts qui peuvent se dire légitimes, qui peuvent jouer des promesses, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Est-ce que si on reste tout seul dans notre coin, non, on n'y arrive pas. C'est que dans la coalition qu'on y arrive. Donc il y a aussi cet enjeu de la mobilisation qui me paraît importante, et au moment où on réfléchit au rapport entre science et société, la question de quelles sont les alliances aussi que les chercheurs peuvent, ou les médecins peuvent, ou d'autres peuvent nouer avec les forces en présence dans la société, elle doit aussi se poser comme ça, et pas seulement dans les chercheurs tout seuls ou les chercheurs avec l'industrie. Il y a un troisième pilier qui est aussi la société civile non marchande. Et j'en viens là du coup à la troisième remarque que j'avais à propos des discussions que tu as évoquées, Emmanuel, autour de CRISPR. Tu as mentionné le fait que les académies qui se sont posées sur la question en France et au niveau international ont eu un certain regard sur la recherche sur l'embryon avec CRISPR, et notamment cette idée que si c'était pour faire de la recherche, il ne fallait pas brider la recherche, il faut permettre à la recherche de se faire. Et récemment, la nouvelle position de l'Académie des sciences américaines, c'est on ne fait pas de recherche sur l'embryon si c'est à des visées pour la reproduction, mais par contre, on ne ferme pas la porte dès lors qu'un jour, peut-être, on aura réussi à démontrer qu'on peut le faire de façon totalement sécurisée, d'un point de vue sécuritaire, etc. Encadrée, voilà. Si on peut. Donc ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte, quand même, sur la potentialité de la recherche sur l'embryon. Alors là, le point que je voulais faire, c'est que qui sont les personnes qui ont réfléchi et qui ont émis ces positions. Et c'est pas la dénonciation, c'est juste une réflexion sur quels sont les acteurs en présence. Et là, par exemple, dans les académies, il y a notamment des praticiens qui sont des biologistes de la reproduction, dont travailler sur un embryon, c'est le métier. Aider les couples à qui ont recours à l'assistance médicale à la procréation, c'est leur métier. Et donc il y a un rapport à l'embryon qui est forcément différent de celui
que peuvent avoir, et moi je me mets complètement dans le lot de tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'embryon. Chacun a son rapport à l'embryon, mais je veux dire la signification de ce que ça peut être un embryon est forcément différente pour un médecin et pour quelqu'un qui n'a pas, et un médecin de la reproduction, et quelqu'un qui n'a pas cette pratique-là. Et donc là, ça interroge sur comment on fait pour ouvrir ces questions, ces réflexions à des cercles suffisamment larges pour que ça ne soit pas des discussions entre experts qui, bien sûr, ont une expertise qui est de haute valeur qu'il faut respecter. La question n'est pas là. La question c'est, est-ce que cette expertise regarde les problèmes avec une loupe ou avec oui, enfin, c'est toujours une loupe, qui est suffisamment pertinente eu égard à la complexité des enjeux qui sont à l'œuvre. Et la plupart du temps, la réponse est bien sûr que non. Il faut ouvrir. Alors, ça a été discuté, c'est pas si facile. On peut dire qu'il faut ouvrir. Comment on fait pour faire travailler ensemble des gens qui peuvent avoir des expertises dont la légitimité sociale est plus ou moins reconnue, des gens qui ont une expertise qui va être plutôt une revendication morale. Comment on organise ça? Eh bien, là, vraiment, le problème est extrêmement compliqué. On le voit autour des biotechnologies végétales en France, où il y a ce Haut Conseil aux biotechnologies qui a été mis en place suite à la controverse sur les OGM pour essayer de faire discuter à la fois des experts scientifiques et puis un conseil éthique, environnemental et social qui doit représenter mieux les diverses parties prenantes de la société. Mais ce HCB, depuis quelque temps, a du mal à fonctionner. Il y a des tensions extrêmement fortes en interne du conseil, du conseil scientifique, en interne du conseil économique, social et environnemental, et entre les deux. Parce que l'articulation entre les deux est compliquée, de sorte que le dernier rapport de l'Office parlementaire d'évaluation scientifique et technique sur la question des nouvelles biotechnologies végétales prône la fin de ce haut conseil pour intégrer ces questions-là au sein de l'Agence nationale sur la santé, l'ANSES, je ne me rappelle jamais le sens de l'acronyme, pardon ? De l'alimentation, voilà. C'est-à-dire dans un cadre d'expertise qui est beaucoup plus classique. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qui a manqué pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut réfléchir pour que ça fonctionne? En tout cas, moi, il me semble que si on se dit, puisque ça ne marche pas, on va se retrouver entre experts et puis de temps en temps, ponctuellement, on ira consulter les gens, on va droit dans le mur. C'est sûr, parce qu'il y a la question, ces technologies, encore une fois, elles ont potentiellement une effectivité sociale qui est telle que penser qu'elles vont pouvoir se régler avec des experts qui ont un regard très informé mais particulier sur ça, c'est à mon avis vraiment courir au problème. Voilà. Pour peut-être te rassurer et te dire que peut-être on est sur le chemin d'arriver à faire ça, la Société européenne de génétique humaine dont je fais partie, donc qui est un groupe qui est un groupe élargi, dans lequel il y a des généticiens, des conseillers génétiques, des juristes, des éthiciens, des sociologues, donc c'est un groupe qui est plutôt pluriel. Donc la Société européenne de génétique humaine vient de finir de travailler, donc c'est pas encore en cours de publication, avec la Société européenne qui s'occupe des affaires de reproduction et d'embryologie. Et nous avons rédigé des recommandations communes, donc entre nos deux communautés, sur CRISPR-Cas9 et le germline intervention. Donc, ça ne va pas bien sûr jusqu'à intégrer la société civile. Maintenant, il va falloir, ça va nous demander de faire aussi cet effort. Et ça n'aura pas été co-construit, parce que c'est peut-être ça qui va manquer, je suis assez d'accord avec toi. Mais bon, voilà, on commence quand même à faire quelques rapprochements, et voilà, on peut imaginer que ça donnera ce double regard, et je suis assez d'accord avec toi que même en discutant avec eux, on voyait bien que ce n'était pas du tout le même angle, et le même angle de vue, et la même façon dont la problématique était abordée. Alors, en pratique, là, moi, je vais faire un bond en arrière ou en avant, je ne sais pas, très rapidement, avant probablement de passer la parole à la salle. Tout à l'heure, je pensais avoir été claire hier, mais Sarah a dit il y a 2 comités d'éthique à l'INSERM, je ne comprends pas. Donc, je vais remettre les points sur les i pour que tout le monde comprenne. Et effectivement, il y a 2... D'ailleurs, pour les gens qui étaient là hier, je vous ai montré un organigramme avec 3 comités indépendants, 2 d'éthique et 1 s'occupant d'intégrité scientifique. Donc, il existe d'une part un comité d'éthique qui est présidé par Hervé Schneeweiss et dont fait partie Catherine,
qui est un comité qui réfléchit à un certain nombre de questions en pratique dans le domaine de la santé, parce que on est à l'INSERM. Et effectivement, donc il va être soit saisi par des chercheurs, soit s'auto-saisir sur un certain nombre de sujets. Il y a la recherche sur l'embryon, pour ne pas en reparler, CRISPR-Cas9, les problèmes de genre dans les recherches ou dans la prise en charge en santé, les problèmes de relations nord-sud dans la santé, etc. Donc, il va émettre des notes qui sont sur le site de l'INSERM, à la page du comité d'éthique. Et il y a un comité d'évaluation éthique de l'INSERM que je préside, mais en tant que présidente, je suis invitée permanente du CEI et j'essaye d'y aller régulièrement, parce que je pense que ces échanges bijectifs sont importants. Et effectivement, ce comité, pour répondre à M. Abécassis, fait de la casuistique, puisque nous évaluons des projets scientifiques soumis par des chercheurs qui ont besoin d'avoir un avis éthique, dans le cas particulier, un avis d'un Institutional Review Board. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est un Institutional Review Board. Donc ça, c'était organisationnel. Très rapidement, justement, en écoutant Catherine parler en particulier de l'étude faite sur qui est une étude sociologique, hein, sur la prescription des tests génétiques prédictifs de maladies thrombotiques, effectivement, et donc des retours en arrière, des remises en question, etc. Je crois vraiment que la base, enfin, une réflexion éthique, c'est pas un coup de peinture qu'on donne une fois de temps en temps. On doit avoir, à mon avis, une réflexion éthique quotidienne comme on respire. C'est en tout cas, à mon avis, la situation idéale. Et que ce soit dans la vie scientifique ou dans son métier, dans le cas particulier, moi, c'est mon métier de médecin, je crois vraiment qu'une qualité essentielle, indispensable pour faire le nid d'une réflexion éthique, c'est le doute. Et je crois vraiment que ne pas être persuadé de détenir la vérité, éventuellement une vérité qu'on vous a infusée au quotidien, c'est à mon avis une qualité essentielle, que ce soit une qualité du chercheur dans n'importe quelle discipline, ou une qualité quand on fait son métier, qui peut ne pas être un métier de chercheur, mais un métier un petit peu plus concret. Voilà, là c'était une note d'humeur, mais c'est une note d'humeur qui pour moi est fondamentale. Deux réflexions qui me sont venues. La première, qui est la plus simple, c'est que je pense que comme sur les réseaux sociaux, à partir du moment où il y a des débats, il faut des modérateurs à un moment donné. Parce que quand bien même la démocratie sanitaire est une merveilleuse chose, moi j'ai un peu l'impression de temps en temps qu'on oublie que l'homme c'est pas une souris et que c'est sensible. Alors je n'aime pas le terme de susceptibilité qui est un terme anglais. La sensibilité génétique à des événements, elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'un malade, il est sensible génétique à peut-être à une prédisposition cancéreuse, mais aussi à la réponse au traitement, mais aussi à certaines infections, mais aussi à certains, etc. Et donc c'est tellement multifactoriel qu'à la fin, on l'oublie et ça donne des faux espoirs et c'est important de le redire. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième, c'est que ce terme a été abordé 2 fois aujourd'hui, mais rapidement. Par Frédéric Abécassis et par Catherine Bourgoin. C'est le terme de violence. Moi, j'ai eu l'occasion de réfléchir il n'y a pas très longtemps dans un colloque franco-canadien d'éthique sur un certain nombre d'événements, et j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur l'affaire dite du sang contaminé en tant qu'hématologue, transfuseur, etc. Et j'ai réalisé, mais longtemps après, ça fait très peu de temps que j'ai réalisé ça, que la réponse à cette violence qui a été faite aux malades a été la violence de la législation. Et donc, par rapport à des situations très violentes, on met en place des réponses sociétales violentes.
je crois qu'un grand nombre de choses arrivent comme ça. C'est-à-dire que CRISPR-Cas9, à mon avis, va susciter des espoirs très importants et on risque d'avoir des débats violents parce que c'est clivant. Hein. Ça évoque tout de suite les personnes pour qui eh bien, rien n'est... Il faut tout tenter et éventuellement aller sur l'embryon. Puis un certain nombre de personnes, pour des convictions profondes, religieuses, etc., peuvent se dire l'embryon, on n'y touche pas. Donc je crois qu'il y a cette notion de violence, et éthique et violence, c'est des domaines qui sont peu abordés. Et je crois que c'est dommage, parce qu'il faut avoir le courage de temps en temps d'aller là où ça fait un petit peu mal. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur le premier point par rapport avec la prédisposition. Pareil, même étant américain, je préfère utiliser prédisposition en français. Mais il existe des variantes qui prédisposent aussi au fait que les gens peuvent mieux jouer au piano, mais qui ne rencontrent jamais un piano, on doit le savoir. Donc du coup, effectivement, cette interaction généralement est très importante pour encadrer ces aspects-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut répondre sur le violon. J'ai une question assez générale. À partir de quel moment une question éthique devient ou doit devenir une question politique? C'est-à-dire, les questions se règlent, les avancées technologiques et scientifiques permettent certaines interventions, on vient d'évoquer. Dans un premier temps, en général, on a tendance à dire on va des spécialistes d'éthique de tout point, philosophes, juristes, ça vont traiter la question. Et puis, ça va basculer dans le champ politique, ou ça peut basculer dans le champ politique. Bon, je pense aux questions notamment de fin de vie, d'euthanasie, qui vont basculer dans le champ politique. Donc je me demandais comment vous voyez ce passage, est-il souhaitable, est-il une sorte d'évolution inévitable de ce genre de questions, ou à un moment on passe dans le champ politique et ça rentre dans les prises de position des gens pour lesquels le citoyen lambda va se prononcer. Je pense par exemple la question du faut-il le collage reproductif humain, faut-il le traiter, faut-il faire des recherches là-bas, faut-il le traiter comme une question éthique ou faut-il d'emblée le traiter comme une question politique, c'est-à-dire dans le champ du débat public comme bien d'autres questions. Je vais vous faire une réponse plutôt d'observation, parce que je ne peux pas dire que j'ai traité ça sur le plan scientifique, je n'ai pas de données, d'études solides donc à vous fournir, mais mon impression c'est que les questions d'innovation liées à la santé sont restées pendant très longtemps un débat d'experts et ont été très peu diffusées dans le public. Alors, sous l'influence de plusieurs facteurs. D'une part, on avait probablement moins de médias sociaux qu'on en a aujourd'hui, on avait moins d'accès à l'information, de diffusion de cette information, premièrement. Et puis, comme ça restait une question d'experts, c'était souvent discuté peut-être un petit peu entre les personnes qui s'intéressaient à l'éthique et très rapidement saisi par le droit. Et ça, je crois que c'est le premier mouvement qu'on a pu opérer, que j'ai pu repérer, mais en tout cas, moi je me suis beaucoup interrogée sur les questions les liens entre éthique et droit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment montrer, c'est-à-dire que ces questions d'expertise qui restaient vraiment dans le domaine expertal étaient, pour des raisons plus ou moins légitimes, à un moment donné saisies par le droit, parce qu'elles venaient reconfigurer des normes juridiques déjà existantes, interroger des cadres juridiques existants, etc. Et c'est invité le grand public, la société, dans ce débat, qui a fait finalement basculer ces questions dans le champ politique. Et j'en veux pour preuve que ce ne sont pas toutes les questions liées à l'innovation qui basculent dans le champ politique. Parce que je pense que dans le contexte, on va dire médecine régénératrice pour faire rapide. Pour aller vite. Voilà. Dans le contexte de la médecine régénératrice, la seule vraie question aujourd'hui qui se pose, c'est cette question liée au vieillissement, à l'éternité, etc., et l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Ça, c'est parce que ça touche à l'intime, la reproduction, etc. Et donc, ça a vraiment cristallisé le champ social, qui a ensuite basculé dans le champ politique. Et ce que moi j'ai pu observer de ces mouvements, en fait, de saisine des différents champs par la question de l'innovation, c'est qu'on prend de plus en plus dans le champ politique en compte le débat social, ou en tout cas l'acceptabilité sociale. Et par exemple, là, la fin de vie, c'est une vraie illustration. Mais là, encore une fois, c'est juste de l'observation, hein, c'est pas quelque chose de... Mais la loi a très clairement évolué en raison du positionnement du grand public, qui a ensuite permis à la loi d'évoluer et de nouveau de réévoluer à la suite de cas bien précis.
Et cette mécanique un peu ad hoc, elle est extrêmement dangereuse en fait. Parce que c'est à partir de cas singuliers qu'on a généralisé dans une loi qui a vocation à s'appliquer à tout le monde. Donc, voilà, ce sont des mécanismes en fait qu'il faudrait bien évidemment approfondir, mais je crois que le champ des gens qui se sentent concernés s'est vraiment beaucoup élargi au fil du temps. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, de faire le lien avec la question sur la violence, parce que finalement, dans un débat éthique, quand on est dans un comité, on est censé donc bien identifier les tensions éthiques qui se jouent, et voilà. Mais l'idée étant qu'on va pouvoir discuter, dégager un compromis, ou au moins d'accord sur nos désaccords. Bon, voilà. C'est vrai que quand on touche à des questions qui, parce qu'il y a des mouvements sociaux ou des questions pas forcément organisées comme mouvements sociaux, mais en tout cas des questions qui émergent, même si la question de l'organisation associative ou sous forme de mouvements sociaux est importante, qui sont portées comme telles, ça interroge. Est-ce qu'on peut toujours se satisfaire de rester dans cette forme de compromis accepté, ou est-ce que, et y compris parce que c'est quelque chose qui peut être vécu comme étant une violence, quel que soit le sujet dont il est question, le champ politique n'est-il pas finalement un champ de débat démocratique qui permet une forme d'expression et de reconnaissance de cette divergence de points de vue jusqu'à prendre une décision, même si ce n'est pas un compromis. Donc je pense qu'il y a ce jeu qui se joue là, parce que finalement on pourrait interroger qu'est-ce qu'on entend vraiment par éthique, qu'est-ce qu'on entend vraiment par politique, parce qu'effectivement les questions de droit, vu qu'elles sont votées à l'Assemblée, il y a bien un moment donné où il y a eu un débat politique, même s'il n'y avait personne dans l'Assemblée et que tout le monde, enfin j'en sais rien, mais je veux dire c'est relatif, c'est pas parce qu'il y a eu une loi qui a été votée qu'il y a eu un débat politique avec, on est bien d'accord, ça se passe pas toujours comme ça. Donc les frontières sont extrêmement floues, mais moi j'ai l'impression de ce que je peux ressentir qu'il y a aussi quelque chose. Jusqu'à quand on arrive à gérer en interne de ces, parce que c'est quand même des formes de régulation, ces comités, on arrive à réguler les tensions et les violences au sens large que génèrent les questions qui sont posées dans un contexte social d'organisation de toutes ces questions. Oui, alors je vous remercie pour vos interventions. Alors moi je suis psychologue clinicienne et du coup je me posais des questions par rapport à peut-être la limitation de cette prédictibilité. Je me disais que en vous écoutant qu'il y avait des avancées notables et fort intéressantes, mais pour autant il y avait peut-être un cas par cas pour ces patients du côté de leur annoncer qu'il pourrait y avoir des processus désorganisateurs en eux, que potentiellement ils pourraient dans quelques années avoir une complication somatique, et je me disais une complication somatique qui est peut-être qui est probable mais qui n'est pas sûre, et ça fait repenser à tout cet effet de l'environnement, de tout ce qui peut être du côté de la réorganisation avec l'entourage, avec différents professionnels de santé autour du patient, mais aussi du côté des organisateurs, mais potentiellement peut-être aussi réorganisateurs. Donc je me disais, quel effet ça peut faire à un patient justement d'avoir cette information qui pour le coup pourrait être violente. Et je me disais du coup, est-ce qu'on réfléchit comme ça dans un comité un peu pluridisciplinaire à ces questions-là, et peut-être à ces questions de l'annonce, des qualités de l'annonce? C'est un vrai champ de travail par rapport avec... déjà, c'est pour ça que je préfère le terme précision que prédictive. Ce qu'on veut faire, c'est d'être plus précis sur comment est-ce qu'on va gérer la santé des gens. En gros, c'est ça la question. Et donc, du coup, effectivement, il y a des gens qui font activement la recherche sur comment faire ça avec des patients. On voit beaucoup en oncologie où on va essayer d'utiliser le moléculaire pour essayer de mieux cibler les patients, mais il y a toujours cette flou autour de est-ce que ça va marcher ou pas. Et donc, du coup, c'est des questions qui sont vraiment posées. C'est-à-dire, si je peux juste rajouter quelque chose, dans la cancérologie in situ, je comprends tout à fait, mais de l'appliquer à d'autres pathologies, par exemple, c'est-à-dire vraiment essayer de l'ouvrir à d'autres pathologies, c'est cette limitation-là qui me semble assez sensible, parce que je pense qu'on est tous dans une société où il y a beaucoup de toute-puissance, alors par les industries pharmaceutiques, par les politiques, par d'autres choses, mais du coup il y a vraiment quelque chose où on a très peur du manque, très peur de la temporalité, on est dans une temporalité accélérée, etc. Et je pense que c'est des vraies questions qui viennent dans différents domaines, notamment de la santé, et pour le coup, en lien avec l'éthique, je pense qu'il y aurait un comité psychologique et autres disciplines comme ça en sciences humaines qui pourraient être intéressants pour réfléchir aussi avec vous à ces questions-là, parce que je pense que vous aussi vous êtes mobilisés
avec ces questions-là, et que parfois c'est pas facile, et il y a des points de tension justement éthiques avec les patients. Ben, ça c'est sûr, hein, la question de l'information, de l'accompagnement autour du savoir génétique, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui historiquement s'est construit autour du conseil, de la notion de conseil génétique, de conseiller en génétique, une profession qui apparaît des années 70 aux États-Unis, 20 ans après en France, mais c'était aussi dans la culture, ça se construit, donc une forme de... On respecte la liberté et l'autonomie, mais la liberté et l'autonomie ne peuvent s'exercer que s'il y a suffisamment d'informations et puis le temps pour réfléchir, et c'est pour ça qu'il y a des délais entre le moment où on propose le test, le moment où on le fait, le moment où on donne les résultats, enfin, tout ça est très... il y a des procédures qui gèrent tout ça sur ces formes-là. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec la diffusion massive des tests génétiques dans de nombreux domaines, eh ben, finalement, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est pas de réaliser le test, c'est d'assurer le conseil qui va avec. Parce que avoir une personne, que ce soit clinicien ou conseiller ou infirmière ou aide-soignante, je ne sais pas, qui a suffisamment de compétences et d'expérience de formation à la fois scientifique, psychologique, etc., pour accompagner correctement les gens, ça coûte cher, hein, beaucoup plus cher que de faire un test à l'heure aujourd'hui. Hein. Donc il y a à la fois il y a cette conscience que c'est important, que le fait qu'on soit dans les formes de susceptibilité ou de sensibilité, ça change la donne, parce que c'est plus aussi certain, même si ce qu'on pensait certain avant ne l'est plus. Et en même temps, ça change la donne, et en même temps, ça la change pas complètement non plus, vu l'image que les gens ont de la génétique et de ses effets. Hein. Donc même si on sait que c'est différent, en fait, les effets sont pas si différents que ça non plus. Hein, voilà. Donc on a ça qui complique la donne. Et en retour, les réponses, c'est plutôt finalement aller plutôt un peu en arrière vers on va juste faire de l'information comme ça, les gens vont signer, bien sûr il faut signer parce que ça c'est légal, mais il y a plutôt une diminution de la formation qui est délivrée et qui est finalement intractable. C'est tellement intractable d'imaginer d'en faire plus, tellement on a diffusé les tests, qu'on en revient à, c'est la seule solution si on veut au moins encore pouvoir faire quelque chose. Donc là c'est un vrai enjeu, mais c'est pas tellement un enjeu de comité pour savoir, on pourrait, enfin il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'interrogent là-dessus et qui travaillent et qui ont mis au plein des choses qui sont tout à fait intéressantes. Je dirais plus, c'est comment structurellement on pense ça, et est-ce que finalement diffuser ces tests, si on n'est pas capable d'assurer derrière, est-ce qu'on le fait encore? Qui décide? Et encore une fois, c'est pas facile de revenir en arrière une fois qu'on a pris des habitudes. Donc c'est plus, je trouve, pour moi, là, de cet ordre-là, les questions qui se posent, plutôt que sur les formes d'accompagnement, etc., qui sont des choses qui sont travaillées et pour lesquelles il y a des professionnels qui ont un savoir et une expérience depuis longtemps. Merci à vous tous et toutes de votre participation.